Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Adrien, ça fait 15 ans que je suis développeur et en ce moment je le fais en freelance à la SNCF. Et ce soir je vais vous parler donc, comme l'a dit Alexis, de lambda core versus archi hexagonal, mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez lever la main si vous savez ce que c'est l'archi hexagonal? Ok. Et est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent au travail? Ah, c'est marrant. Je m'attendais à beaucoup plus, mais du coup c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est lambda core? Ok, trop cool. Je vais pas parler dans le vide du coup. Alors, pour un petit rappel, donc l'archi hexagonale, je vais le faire en mode très très grossier, hein. Mais c'est moi ma manière de la voir, donc c'est une architecture plutôt objet, et ma manière de la voir, c'est que c'est la généralisation de la dépendance, enfin l'inversion de dépendance et l'injection de dépendance. Donc on va avoir un corps métier qui va se faire injecter tous les services tiers dont il va avoir besoin, avec des interfaces, pour pouvoir, l'objectif à la base c'était de pouvoir switcher n'importe quel provider au besoin, donc par exemple pour avoir différentes technologies de base de données, enregistrer des choses dans des fichiers, c'était fait pour ce genre de choses-là. Donc comme je l'ai dit, ça vient beaucoup plus du monde objet, et dans le monde objet, il y a un truc que j'aime pas, c'est les exceptions. Parce que la meilleure pratique, en tout cas celle que j'ai retenue, c'est des exceptions runtime, donc c'est des exceptions qui ne sont pas marquées dans les signatures des fonctions et des méthodes, donc qui apparaissent quand elles en ont envie, et sans qu'on sache forcément d'où ça vient. Et ça, c'est un problème parce que ça vient potentiellement polluer notre code métier, qu'on a envie qu'il soit le plus simple possible, normalement, et le plus prévisible possible. Et avec ces petites exceptions, bah, on peut avoir des surprises, et moi j'aime pas avoir des surprises dans ce code métier qui est super important. L'autre chose que j'aime pas, c'est que dans les choses qu'on dit qu'on aime bien avec l'archi hexagonale, c'est que c'est super facile à tester. Ce qui est vrai, grâce à l'injection de dépendance, mais ça veut dire qu'on a besoin de tests doubles, donc des mocks, des fakes, des stubs, tout ce genre de choses-là. Donc des fausses dépendances tierces, tout simplement, pour simuler en fait les appels dont on va avoir besoin. Et ça donne des tests qui sont souvent assez compliqués à écrire et à maintenir. Peut-être que vous le ressentez pas si vous avez jamais testé autre chose, mais je vous assure que comparé à lambda core, ça fait quelque chose. Alors lambda core, c'est moi le nom que je préfère parce qu'il est rapide et que je suis un feignant. On l'appelle aussi cœur fonctionnel et coque impérative, ou en anglais functional core et imperative shell. Et alors, je ne vais pas vous expliquer vraiment ce que c'est tout de suite. On va parler du cœur fonctionnel et puis après je vous montrerai un petit peu de code pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc le corps fonctionnel, l'idée c'est de partir sur des principes de programmation fonctionnelle, les principes qui nous aident bien, donc immutabilité, c'est-à-dire que les objets ne vont pas changer. Quand on va vouloir changer une info à l'intérieur, on crée un nouvel objet. Ça va permettre d'éviter toute une classe de problèmes qui est très chiante, notamment tous les problèmes de concurrence. On va utiliser des fonctions pures, sans rentrer vraiment dans le détail. Ça veut dire qu'avec les mêmes entrées, on a les mêmes sorties, et ça ne change jamais. Contrairement à l'objet, du coup, qui, avec les exceptions et les services tiers, ça peut changer dans le temps, ce qui n'est pas idéal. Ça veut dire aussi pas d'effet de bord, donc pas d'appel à service tiers, typiquement, on a dit pas de mutation. Ça veut dire aussi potentiellement pas de log, ce qui est assez intéressant. Et le gros avantage, c'est que les tests, du coup, sont simplissimes. Parce qu'en fait, on teste vraiment que des fonctions, on donne des données en entrée, ça rentre dans la fonction, on teste des données en sortie et rien d'autre. Oui, voilà. J'étais perdu dans mes slides à un moment. Je suis un peu moins préparé que d'habitude. Et le debug, il est plus simple. Aussi, tout simplement parce que comme on a des objets immutables et que tout est entièrement donné sur ce cœur-là, si on a notre entrée, on peut avoir la sortie et suivre exactement le même chemin à reproduire. C'est extrêmement simple et c'est très facile à réfléchir. Tout ça, ça doit vous paraître extrêmement flou, donc je vous ai préparé un petit morceau de code. J'espère que ça sera assez grand. Déjà comme ça devrait être plus grand. Et donc là, on va regarder le cœur fonctionnel du TARDIS. Le TARDIS qui est la cabine téléphonique de Doctor Who qu'il utilise pour se déplacer dans le temps et l'espace. Pourquoi? Parce que je suppose que c'est extrêmement compliqué, la manière dont ça fonctionne. C'est assez capricieux aussi, donc je trouve, enfin, de l'extérieur, ça a l'air capricieux. Et donc là, on voit le cœur fonctionnel. Donc l'idée, c'est une fonction qui va déterminer la prochaine destination du TARDIS. Normalement, on peut plus ou moins le programmer, mais il a un peu sa volonté propre, le TARDIS. Et donc, en fonction des passagers et des périodes auxquelles ils ou elles
ont besoin d'aller, il va choisir une destination différente. Et pour faire ça, il va prendre donc tout ce qu'il a besoin en entrée, donc il a son point d'origine dans le temps et dans l'espace, la liste des passagers avec toutes les informations dont il a besoin, et toute l'histoire du monde et de l'espace, parce que ça doit être énorme, mais visiblement il en a besoin. Il va faire plein de calculs compliqués que je vous évite, pour déterminer la destination suivante, et il va retourner quelque chose d'assez classique dans le pattern de cœur fonctionnel. Il va renvoyer des données modifiées, donc ça peut carrément être un état de l'application en entier. Là, il se trouve qu'il retourne juste la destination, et il va retourner une liste de commandes. Parce que comme je vous ai dit qu'on ne peut pas faire d'effet de bord, un programme qui ne fait pas d'effet de bord, c'est un programme qui ne sert à rien. Et là, les effets de bord, ils vont être traduits sous forme de commandes. Donc il va sortir une commande de téléportation en disant où est-ce que ça doit se téléporter. Et puis une petite animation, parce que c'est sympa s'il y a des flashs de lumière, des effets pyrotechniques dans le TARDIS, ça fait un peu plus cinématique. Donc voilà, le cœur fonctionnel, il est très simple, des données en entrée, des données en sortie, les commandes ne font rien, c'est vraiment juste des données. Et le cœur impératif, voilà à quoi il va ressembler. Donc là, vous voyez ligne 9, l'appel au cœur fonctionnel, et vous voyez tout au-dessus, c'est les dépendances en entrée. Donc on va avoir des scanners pour récupérer les passagers et des sources de données. Ça, en archi hexagonal, ça aurait été à l'intérieur du domaine, et ça se retrouve dans le même fichier en architecture lambda core. Et à la fin, tout simplement, on voit ligne 12, il va sortir... Enfin, à la ligne 9, on sort les commandes, et on va toutes les exécuter. Donc là, je ne vous ai pas mis le détail parce que je ne sais pas écrire de code de téléportation, pour l'instant, mais il faut l'imaginer derrière. Et la destination, on n'en fait rien, parce qu'au début, je me suis dit, ça serait sympa de sauver la destination, mais je suppose que ça serait mieux de le sauvegarder après la téléportation qu'avant. Donc voilà, je ne l'ai pas mis. Maintenant, on va parler un peu des limites de ce pattern-là, parce que c'est pas à appliquer partout du tout. C'est très similaire à l'architecture hexagonale, en vrai. Parce que son cas d'application, c'est presque le même, et il va avoir des limites similaires. Donc si vous avez un domaine tout petit, sortir ce genre de pattern, ça risque d'être vraiment too much. C'est un coût pas négligeable, l'architecture hexagonale un peu plus que le cœur fonctionnel de mon point de vue, mais quand même. Et l'autre, c'est si dans votre métier, vous avez beaucoup d'orchestration, en gros beaucoup d'entrées-sorties. Si à chaque fois vous avez besoin de récupérer un truc en base de données, prendre une toute petite décision pour aller choper un autre truc en base de données, etc., faire des allers-retours comme ça, vous n'allez pas arrêter de rentrer, sortir du cœur fonctionnel. Et typiquement, dans vos tests, ça va être un cauchemar parce que pour écrire un seul scénario métier, il va falloir savoir quelle fonction appeler, dans quelle séquence, avec quelles données. Et c'est vraiment horrible, ça ne sert à rien, il ne faut absolument pas faire ça. Alors, souvent quand on présente ce genre de pattern-là, on se dit bah ouais, mais je l'ai pas chez moi, et si j'ai envie de faire, comment est-ce que je peux? Et souvent, l'intuition, c'est de se dire bah on va faire un changement Big Bang d'architecture, et je le recommande pas forcément. Alors pour faire ça, ce que je vous conseille, moi plutôt, c'est investissez sur l'immutable. Ça a de la vraie valeur dans à peu près tous les contextes. Le seul problème, c'est un risque de performance. Mais comme pour tous les trucs de performance, moi je vous conseille de mesurer avant de dire que c'est pas bon pour vous. Donc passez d'abord sur l'immutable. Si jamais ça a un problème sur une partie précise de votre application, virez l'immutabilité. Mais ça a beaucoup d'avantages de passer vers ça. Essayez de faire plus de fonctions pures, déjà parce que c'est plus facile à réfléchir. Et essayer de pousser les dépendances vers la gauche. Donc en archi hexagonal, en gros, je vais essayer de le faire bien par rapport à vous, mais on a l'entrée de l'hexagone qui est par là, donc ça va être tout ce qui est API, interface graphique, etc. Le cœur de l'hexagone, et à droite, on va avoir des trucs du style API tierce, base de données, et ce genre de choses-là, fil Kafka, ce genre de bazar. Et donc ceux-là, on dit que c'est plutôt des dépendances de droite, enfin des acteurs de droite. Et en cœur impératif, tout est à gauche. Donc, il faut essayer de faire transiter ces dépendances d'un côté vers l'autre pour se rapprocher du cœur fonctionnel. Et la manière de faire ça, en fait, c'est de passer par les commandes. Donc, si vous avez des effets de bord à faire, vous sortez des commandes et juste prenez des bonnes données en entrée et vous allez vous rapprocher très rapidement du cœur fonctionnel. Ce qui va même vous permettre de fusionner, en fait, ces deux concepts. Avoir l'archi hexagonal et à l'intérieur, des petits morceaux de fonctionnel qui, si vous les faites grandir, pourront éjecter votre archi hexa si c'est votre souhait. On arrive presque à la fin, et alors, pour aller plus loin, parce que c'est forcément qu'une très courte introduction, apprenez Helm. Ça ne surprend pas Alexis. C'est un langage qui a été créé spécialement pour le front, mais c'est le langage front préféré des développeurs back.
Donc si vous faites pas de front, ayez pas peur. Et c'est en gros un Haskell minimaliste, donc qui s'apprend extrêmement rapidement et qui a été pensé pour être plus cohérent que du Haskell. Haskell est relativement vieux et a évolué dans plein de sens différents, ce qui fait que des fois c'est un petit peu le bazar. Helm, c'est pas son cas. Et en utilisant ce langage-là, vous n'aurez pas le choix que de travailler en fonctionnel pur. Et son architecture, en fait, c'est cœur fonctionnel. Donc si vous comprenez l'architecture de Helm, vous aurez un exemple dans les faits de comment ça fonctionne. Et n'hésitez pas à aller voir le blog de Jérémy Chassin, qui s'appelle Think Before Coding. Il a une série sur le Functional Core. C'est un des 2 premiers à avoir parlé de ce pattern-là. Il y a lui et un Américain, mais que je ne connais pas. Et Jérémy Chassin, il en parle extrêmement bien. Et vous aurez beaucoup plus de détails et plein de trucs intéressants autour de la gestion des erreurs aussi dans ce modèle-là. Et voilà, pour moi c'était tout. C'était Adrien. Merci beaucoup de m'avoir écouté.